En 2025, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont atteint un niveau jamais vu depuis la guerre froide. La Chine a constamment affiché sa puissance en présentant ses nouveaux navires et réalisant des exercices avec ses forces navales et aériennes. Ils ont même parfois pénétré dans l'espace aérien censé protéger de Taïwan. Rien qu'en 2024, la Chine a effectué plus de 3600 incursions militaires dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Les États-Unis ont répondu par des mesures politiques, réduisant les échanges commerciaux et montrant leur puissance militaire, notamment en faisant surface un sous-marin. Fin septembre, ces partenariats avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie visaient tous à renforcer les défenses pour anticiper un éventuel conflit. La Chine considère désormais les États-Unis comme l'un de ses principaux rivaux et adversaires géopolitiques. Et bien qu'aucun des deux pays n'ait fait de déclaration explicite excluant un conflit militaire direct, les canaux diplomatiques entre eux se sont refroidis et sont impossibles à prévoir. Contrairement aux rivalités du passé, la stratégie militaire actuelle évolue dans un contexte où la prise de décision, la communication mondiale et les réponses technologiques doivent être quasi instantanées. Il suffirait d'une seule erreur de part et d'autre pour déclencher une guerre qui pourrait facilement devenir mondiale. Mais à quoi ressemblerait cette erreur ? Eh bien, voici 5 scénarios possibles qui pourraient les faire basculer la situation actuelle de démonstration de force vers un véritable conflit. Scénario 1. Mer de Chine méridionale. La démonstration de force vire au drame. Cette mer est aujourd'hui la zone maritime la plus dangereuse du monde. Un lieu où les gardes-côtes armés de canons à eau jouent quotidiennement à un jeu risqué. La cause réelle de ce conflit est assez simple. La Chine affirme sa souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale via sa ligne en 9 traits. Cette ligne est rejetée par le droit international et les pays riverains de la mer. Mais elle résulte d'une présence accrue et agressive de gardes-côtes, milices maritimes et escortes navales. Les États-Unis mènent régulièrement des opérations de liberté de navigation pour contester ces revendications, en envoyant des destroyers dans des eaux revendiquées par la Chine. Pendant ce temps, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, ainsi que d'autres alliés des États-Unis, subissent chaque jour le harcèlement de leurs bateaux de pêche, la menace sur leurs ressources maritimes et leur souveraineté. Le conflit pourrait commencer suite à une simple expédition de routine qui dégénère. Par exemple, la mission de ravitaillement philippine concerne les troupes sur le Sierra Madre, un navire de la Seconde Guerre mondiale échoué servant de poste avancé à Manille. Sur le banc Second Thomas, des navires garde-côtes chinois tentent encore de bloquer la route, mais cette fois, la manœuvre échoue. Un canon à eau d'un patrouilleur chinois désactive accidentellement, ou même intentionnellement, la direction du navire philippin, le laissant à la dérive en quelques minutes. L'incident est diffusé en direct dans le monde entier. Le gouvernement philippin, sous pression intérieure et lié par son traité de défense mutuelle avec les États-Unis, lance un appel immédiat à l'aide. Les forces américaines dans la région se dirigent vers les lieux. Ce qui rend ce scénario si dangereux, c'est la densité même des forces opérant à proximité les unes des autres, chaque jour. Vous pouvez croiser des patrouilleurs, des gardes-côtes chinois et des navires de la milice de pêche. En réalité, des navires militaires de l'armée populaire de libération. Armée populaire de libération. Des destroyers de la marine, des lance-missiles américains, des patrouilleurs philippins et des gardes-côtes vietnamiens opèrent dans les mêmes eaux contestées. Face à une mauvaise presse des deux côtés, ils envoient rapidement des renforts dans la région pour officiellement stabiliser la situation. Dans des eaux peu profondes et encombrées, avec de nombreux acteurs sans lien direct avec le commandement militaire continental, la stabilité est loin d'être garantie. Les commandants chinois voient la réaction américaine comme une provocation. Soutenus par la présence américaine, les forces philippines deviennent plus agressives. Les navires vietnamiens arrivent, ne voulant pas manquer une occasion d'affirmer leurs propres revendications. Puis, il suffit d'un brusque virage, et un navire entre en collision avec un autre. Soudainement, la situation est passée d'une catastrophe médiatique à une véritable catastrophe. Un simple tir de sommation pour éloigner des périmètres de sécurité récents peut être pris à tort pour un tir hostile. Très vite, les commandants chinois et américains demandent par radio des manœuvres offensives et un soutien à longue portée. Et une fois que ce processus est lancé, il est difficile de l'arrêter. Dès qu'un camp pense même être attaqué, ils autorisent les tirs défensifs. Les systèmes automatisés détectent et abattent un missile, ce qui ne fait que confirmer leur conviction d'être attaqué. La Chine doit choisir, reculer, et perdre crédibilité et revendications territoriales régionales. Ou continuer d'avancer. La seconde option ne fait qu'aggraver le conflit jusqu'à une véritable guerre, et il devient alors impossible de prévoir ce qui va se passer.
Les États-Unis et la Chine disposent tous deux de sous-marins et de porte-avions dans la région. S'ils s'affrontent, cela pourrait aller d'une annihilation à sens unique si les États-Unis utilisent leur avantage technologique actuel à une guerre prolongée, si la Chine a terminé de développer ses moyens anti-navals. Ce scénario dépend des règles d'engagement et des patrouilles, qui restent floues face aux revendications de la Chine. Instaurer des distances minimales pour les manœuvres militaires, ou les gardes-côtes en eau contestées, pourrait permettre de désamorcer la situation. Mais aucune de ces mesures ne paraît acceptable pour les parties, car elles y verraient une perte de souveraineté locale. Cela ne marche que si l'autre partie propose une offre équivalente. Scénario 2. La Chine envahit ou impose un blocus. Taïwan est la cible la plus probable d'une crise de conflit délibérée. Comme mentionné, la Chine cherche à intimider Taïwan pour l'obliger à jouer en faveur de Pékin. La réunification avec Taïwan est un objectif national central, directement lié à la vision de Xi Jinping pour la grande renaissance de la nation chinoise d'ici 2049, ce qui a été pratiquement accepté comme le rêve chinois, ou celui du Parti communiste chinois au sens large. C'est vu comme l'ultime étape pour inverser les humiliations passées, et faire de la Chine la puissance principale en Asie. Pour Taïwan, l'équation a fondamentalement changé. En 1995 environ, 75% d'un échantillon aléatoire de la population taïwanaise s'identifiait comme chinois, ou à la fois chinois et taïwanais. En 2024, ce chiffre était tombé à seulement 37%, avec seulement 2% des personnes interrogées, affirmant qu'elles sont uniquement chinoises. Parmi les jeunes taïwanais, le soutien à une éventuelle indépendance approche les 50%. Ce changement générationnel rend la réunification pacifique de moins en moins probable avec les années. Le sort de Taïwan a d'importantes implications stratégiques pour les États-Unis et le monde. L'île occupe un point stratégique de la première chaîne d'îles bloquant l'accès de la Chine au Pacifique ouvert. Plus important encore, son industrie des semi-conducteurs fournit près de 90% des puces les plus avancées, base technologique des armées, de l'intelligence artificielle et des économies numériques. La Chine essaie depuis un certain temps de mettre la main sur cette technologie, sans succès. L'absorption de Taïwan par la Chine bouleverserait fondamentalement l'équilibre des pouvoirs en Asie et pourrait mettre fin à l'influence américaine dans l'Indo-Pacifique. En 2026, Pékin pourrait penser que le temps manque, l'identité de Taïwan se renforçant, tout en étant soutenu par les importations de défense américaines et alliées. Les ventes d'armes américaines au cours des dernières années ont inclus des missiles anti-navires avancés, des drones et des systèmes de défense aérienne. La plupart de ces livraisons se concrétiseront d'ici 2027, compliquées par les difficultés économiques de la Chine. Après des décennies de politique de l'enfant unique, la population a stagné puis commencé à diminuer, 2021 étant la première année où la population de la Chine a reculé. La plupart des experts estiment que cela a lancé un processus qui durera un siècle, à cause des changements culturels, de la politique de l'enfant unique et de la pression économique. Le secteur immobilier chinois, autrefois un quart du produit intérieur brut, est en crise à cause de nombreux défauts de paiement de promoteurs. Pour Xi Jinping, qui a souvent affirmé vouloir la réunification, la logique pourrait passer de « le temps joue pour nous » à « c'est maintenant ou jamais ». La Chine ne devrait pas lancer une invasion totale, trop coûteuse, risquée et vouée à l'échec face aux avantages géographiques et à la défense de Taïwan. À la place, Pékin lance une campagne de coercition, une escalade graduelle conçue pour étrangler Taïwan jusqu'à sa soumission. Cela commence par d'énormes exercices militaires inopinés, qui ne se terminent jamais vraiment. Les navires de la marine de l'armée populaire de libération établissent un cordon lâche autour de Taïwan. Ce n'est pas un blocus total, mais cela inquiète déjà les compagnies maritimes. Les tarifs d'assurance des navires vers Taïwan grimpent. Les gardes-côtes chinois inspectent désormais les navires commerciaux près de Taïwan, invoquant de nouveaux règlements de sécurité dans des eaux revendiquées par la Chine. En même temps, la Chine mène des cyberattaques sophistiquées contre les infrastructures clés de Taïwan, visant réseaux électriques, banques, communications et industrie des semi-conducteurs. Finalement, cela conduit à un blocus, où Taïwan perd sa souveraineté et une source de revenus, ce qui affecte en fin de compte les États-Unis et leurs alliés. En interrompant commerce et recherche technologique vitale, les États-Unis soutiennent toujours Taïwan, même sans accord de défense direct. Donc, ils pourraient annoncer qu'ils escorteront des convois humanitaires pour permettre à l'île de continuer à fonctionner. Mais ces convois sont en fin de compte des barils de poudre figuratifs prêts à exploser.
Si la Chine effectue ces contrôles et n'aime pas ce qu'elle voit, elle pourrait ouvrir le feu pour les détourner ou créer une pression géopolitique supplémentaire. Après cela, il ne suffirait que d'une seule erreur de part et d'autre pour déclencher un conflit localisé, qui dégénérerait rapidement et évoluerait en une véritable guerre entre les États-Unis et la Chine. Les deux camps mobilisent rapidement tous leurs moyens navals près de Taïwan. Les alliés des États-Unis, comme la Corée du Sud et le Japon, renforcent aussi leur présence militaire via les bases américaines. À ce stade, il ne s'agit même plus de Taïwan, mais de tenter de démanteler l'infrastructure militaire de l'autre, peu importe sur quel territoire elle était réellement installée. La Chine tente de détruire les bases militaires américaines qui entourent les mers de Chine méridionale et orientale. Les États-Unis répondent avec des sous-marins traquant les rares porte-avions et navires de soutien que la Chine peut déployer rapidement. Les forces armées taïwanaises sont également activées, frappant les navires chinois, bloquant ces ports et posant des mines pour empêcher toute agression supplémentaire. Au milieu du conflit, l'île menace de s'isoler et de fermer complètement son industrie des microprocesseurs, ce qui dévaste l'économie mondiale. Ce scénario dépend de la technologie et reste difficile à éviter, car Taïwan est profondément intégré à la stratégie à long terme de la Chine. On peut attendre un changement économique ou politique en Chine pour y parvenir, probablement en raison des décès de Xi Jinping et des nominations à des postes gouvernementaux élevés qui ont de l'influence au sein du Parti communiste chinois, mais même cela reste incertain, car Xi Jinping pourrait tenter de reprendre Taïwan précisément parce que son propre temps pourrait être compté. Scénario 3. Le différend de pêche autour des îles Senkaku-Diaoyu se transforme en conflit. Les îles Senkaku, ou Diaoyu en Chine, sont 5 rochers inhabités couvrant seulement 70 km² en mer de Chine orientale. Aucune habitation permanente ni ressources stratégiques sur ces terres. Le Japon administre les îles, et les considère comme un territoire incontestablement japonais. La Chine les revendique comme historiquement chinoises. Les îles sont couvertes par l'article 5 du traité de sécurité nippo-américain. Ainsi, toute attaque contre elles serait vue comme une attaque contre le Japon, nécessitant une réponse militaire américaine. Mais les îles possèdent quelques ressources vitales pour la Chine et le Japon. Le contrôle des îles étend directement le contrôle sur les zones environnantes, notamment la mer, grâce aux accords de zone économique exclusive. Cela permet aux navires de pêcher légalement dans la zone, et aux pays d'extraire des ressources sous le fond marin. Dans ce cas, les îles possèdent des réserves potentielles de pétrole qui restent inexploitées. La Chine et le Japon pourraient en profiter grandement s'ils exploitaient ces ressources sans contestation territoriale. Contrairement à la mer de Chine méridionale, où les affrontements impliqueraient probablement des navires des gardes-côtes et de la milice maritime. Le scénario des Senkaku est plus dangereux, car les principaux acteurs sont plus professionnels, et pourraient infliger de sérieux dégâts dès les premières heures du conflit. Les gardes-côtes japonais sont efficaces, bien entraînés et soutenus par l'une des marines les plus avancées. Les patrouilleurs chinois dans la région sont de plus en plus grands, mieux armés et appuyés par des destroyers de la marine. Il suffirait du pic de la saison de pêche, ou d'un différend sur la surveillance ou l'extraction des ressources, pour déclencher un conflit. Les gardes-côtes japonais patrouillent pour empêcher les bateaux chinois d'opérer dans ce que Tokyo considère comme sa zone économique exclusive, tandis que les gardes-côtes chinois escortent leurs pêcheurs, affirmant leur droit d'y travailler. Si quelque chose tourne mal d'un côté ou de l'autre, ils feront probablement immédiatement appel aux militaires pour obtenir de l'aide, ce qui entraînera à nouveau le chaos des manœuvres militaires croissantes pour sécuriser la zone. Sous forte pression politique interne, le gouvernement japonais pourrait protester officiellement et avertir que toute interférence avec ses opérations maritimes, économiques ou militaires serait contrée par la force. La Chine refuserait de reculer, comme lors de nombreuses incursions territoriales précédentes. Le différend sur la responsabilité passe au second plan face à l'impasse autour des navires impliqués dans le conflit. Dès lors, un simple tir de ce monstre raté suffirait. Peut-être que la Chine lancerait un missile par erreur, alors qu'il voulait juste tirer une fusée éclairante ou activer un canon Nao. Le Japon pourrait envoyer un navire de trop, laissant croire à la Chine que l'offensive a déjà débuté. Le résultat pourrait être un conflit entre les forces autour des navires commerciaux, les États-Unis ayant un traité de défense mutuelle. Ils sont pratiquement obligés de s'impliquer avec des bases militaires au Japon ou autour, utilisant des tactiques à longue portée ou des combats directs développés par le corps des marines. Ce scénario pourrait être entièrement évité par une option peu probable, celle où la Chine recule et cesse d'utiliser les zones économiques d'autres pays pour sa propre extraction de ressources, y compris la pêche. Cependant, cela est peu probable, car la Chine a besoin de plus en plus de ressources pour répondre à la demande, et ses eaux territoriales sont déjà exploitées à leur capacité maximale.
La Chine a racheté des pêcheries dans des pays pauvres, sans susciter de réaction internationale, sauf quand les médias s'y sont intéressés. Le Japon, grande économie dépendante aussi de la pêche, est peu enclin à céder aux manœuvres chinoises. Plus important, la Chine doit comprendre que l'engagement du traité des États-Unis est absolu et non négociable. Scénario 4. Interception aérienne dangereuse, similaire à 2001. En 2001, un chasseur chinois J-8 a percuté un avion de reconnaissance américain EP, 3 au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le pilote chinois a disparu, présumé mort. L'équipage américain a atterri d'urgence sur l'île de Hainan, où il a été détenu 10 jours avant sa libération. L'incident a failli déclencher une crise militaire entre deux puissances nucléaires. Imaginez maintenant ce scénario actualisé pour 2026. Des avions plus rapides, vidéos en direct et surveillance accrue des deux côtés. S'ajoutent les réseaux sociaux manipulant l'opinion en temps réel et des doctrines militaires nécessitant des décisions quasi immédiates. Et votre marmite ne demande qu'à déborder. Les avions de surveillance américains survolent souvent l'espace international près de la Chine pour collecter des renseignements sur les activités, exercices et communications militaires de l'armée populaire de libération. La Chine intercepte régulièrement ces avions avec des chasseurs, effectuant parfois des passages sûrs et professionnels, et parfois des approches dangereusement proches destinées à intimider et harceler. A l'inverse, la Chine a mené des centaines d'opérations militaires près de Taïwan, et surveille sans doute les investissements américains, avec ses avions de surveillance. Les deux pays cherchent essentiellement à recueillir des renseignements cruciaux et à dissuader la contre-surveillance. Tant qu'ils n'entrent pas en conflit, ils peuvent prétendre faire autre chose. C'est parce que les vols dans l'espace aérien international sont techniquement tout à fait légaux, quel que soit leur objectif. Mais si la Chine intercepte un avion soupçonné d'espionnage et échoue, comme lors de la collision de 2000, cela pose problème. Les États-Unis accuseraient aussitôt la Chine d'action offensive, qui répliquerait en l'accusant de surveillance. Si l'avion s'écrase, les États-Unis et la Chine pourraient envoyer des missions de sauvetage escortées par l'armée. Même si un avion survit, il pourrait devoir atterrir d'urgence sur la piste la plus proche, parfois une île avec une base militaire ennemie. Cela nous conduit au même potentiel d'escalade que les scénarios précédents. Celui qui commet la première erreur pourrait surcompenser et provoquer un conflit involontaire. Après des tirs de semonce et des accusations de tricherie des deux côtés, aucun camp ne cédera, risquant ainsi de déclarer officiellement la guerre. Comme précédemment. Ce scénario pourrait être partiellement évité, grâce à des manuels sur l'assistance internationale en urgence et des protocoles d'engagement RR. Si la Chine et les États-Unis définissent des périmètres et signaux visuels pour leurs opérations aériennes, ils pourraient éviter qu'une collision en vol n'entraîne une mobilisation totale de leurs forces navales. Bien sûr, cela pourrait échouer, car les États-Unis et la Chine souhaitent tous deux faire voler des avions de surveillance dans les espaces aériens internationaux, pour se surveiller mutuellement. La surveillance satellitaire rend ce scénario moins probable, remplacé par une nouvelle option. Les États-Unis accusent la Chine de saboter des satellites. Récemment, il a été signalé que des satellites chinois suivaient d'autres satellites en quittant leurs orbites géostationnaires prévues. Certains analystes ont même affirmé que la Chine se prépare à des protocoles de combat rapprochés dans l'espace, et l'espace est une frontière indéfinie qui apporte encore plus d'incertitudes et de risques d'escalade. Scénario 5. Accident naval. Aujourd'hui, les navires de guerre modernes s'approchent parfois assez pour photographier les équipages ennemis. Les navires de guerre chinois et américains se livrent régulièrement à ces rencontres rapprochées. Un destroyer américain en opération de liberté de navigation peut être suivi de près par des navires de la marine de l'armée populaire de libération. Les deux cherchent à maintenir leur position et à exercer une pression militaire. Un destroyer lance-missiles américain et un croiseur chinois de type 055 pourraient se retrouver à proximité l'un de l'autre, près d'un point d'étranglement stratégique, comme en mer de Chine méridionale, ou même près du détroit vital de Malacca. Les deux effectuent un déploiement de routine pour affirmer leur présence, chacun ayant reçu l'ordre de rester, et de ne pas céder face à l'autre. Le bousculage débute par de petits changements de cap pour inciter l'autre navire à changer de trajectoire. C'est une épreuve de détermination avec des ajustements progressifs de la barre. Il suffit d'une perte momentanée de gouverne sur un navire, d'un virage mal calculé sur l'autre, ou même du sillage. Des turbulences rapprochent les navires, et une légère collision peut déclencher des alarmes, au propre comme au figuré. Les capitaines appellent aussitôt à l'aide. Les deux nations dépêchent des navires, et avions sur place. Les deux créent des zones de sécurité autour de leurs navires endommagés, qui se chevaucheraient sans doute.
Impossible de battre en retraite sans sembler responsable et avoir fui. Une équipe chinoise de contrôle des avaries sur le pont de leur navire pourrait facilement être confondue par un officier américain, chargé des tirs avec une équipe d'assaut, ou une préparation offensive. Des coups de semonce sont tirés sur l'eau. Le navire chinois, interprétant cela comme une attaque contre un navire en panne, répond avec un missile surface-surface pour neutraliser la menace. Soudainement, nous passons d'une simple impasse à un affrontement militaire qui risque facilement de se transformer en une guerre totale. Tout cela parce qu'aucun des deux camps n'est prêt à céder sur les distances de sécurité minimales, ou à contourner les règles concernant ce qui constitue une rencontre rapprochée. Ces 5 scénarios, bien que différents au départ, mènent tous à la guerre par une même voie dangereuse. Chaque scénario commence par des opérations de routine qui rapprochent les forces. Ce n'est pas un acte de guerre, mais le simple frottement normal de deux grandes puissances opérant au même endroit avec des revendications et des intérêts concurrents. Puis quelque chose tourne mal. Un équipement tombe en panne, quelqu'un prend une mauvaise décision, la météo s'en mêle, la communication est rompue, des personnes sont blessées ou tuées, et des moyens militaires sont menacés. Et à l'ère des réseaux sociaux et des cycles d'information en continu, ces images se répandent, comme une traînée de poudre, et forment l'opinion publique avant même que des enquêtes complètes puissent être menées. Cette opinion publique renforce les stratégies militaires, et accroît le chaos. Ni la Chine ni les États-Unis n'admettent avoir tort, ou manquer d'avantages ou de puissance militaire. Très vite, une altercation se change en conflit à grande échelle. En réalité, aucun de ces scénarios ne se déroulera exactement comme prévu. Ils reposent sur une série d'événements qui frôlent la malchance et des erreurs de jugement de plus en plus graves. Mais le scénario sous-jacent, où la Chine ou les États-Unis entrent inévitablement en collision, est bien plus probable. Cela devient plus une question de quand que de si. Pour certains, 2027 serait l'année où la puissance militaire chinoise pourrait égaler celle des États-Unis en qualité et technologie. Le 3e mandat de Jinping se termine en 2028, et attendre jusqu'à cette année-là pourrait soulever des questions de transition de leadership en raison des promesses du rêve chinois non tenu. Taïwan et l'Indo-Pacifique attendent aussi que l'approvisionnement américain soit finalisé d'ici la fin de la décennie. 2027 est ainsi vu comme le juste milieu où ces ventes restent non finalisées. Les États-Unis ont aussi connu récemment une certaine instabilité géopolitique. Les politiques intérieures et internationales du président Donald Trump ont conduit à une guerre commerciale entre des pays et des régions qui étaient historiquement alliés, notamment le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Cette posture offensive autour d'Israël et la tentative d'influencer la géopolitique du Moyen-Orient ne s'inscrivent pas non plus dans la stratégie de la Chine, car la Chine dépend également des importations de pétrole de cette région. Au final, nous devons attendre 2026 pour voir les évolutions géopolitiques, car le monde change trop vite pour prévoir un mois à l'avance. Regardez ce qui se passe avec la guerre en Ukraine ou le conflit Israël-Palestine. Merci de nous avoir suivis. Pour comprendre comment une guerre en mer de Chine méridionale pourrait se dérouler, regardez cette vidéo. Pour suivre la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.